je vous propose un exercice d'entraînement qui aborde deux points du programme de première spécialité, qui sont les réactions d'oxydoréduction et l'utilisation du tableau d'avancement pour l'étude d'une réaction chimique. Je vous conseille de faire pause sur cette image, de prendre une feuille, de réfléchir à l'exercice, d'essayer de faire les questions. Il faut environ un quart d'heure, c'est le temps conseillé pour faire cet exercice. Alors dans cet exercice, il est question de la gravure du cuivre. C'est une technique qui est utilisée notamment pour obtenir des circuits imprimés. On part de grandes plaques en résine qui sont entièrement recouvertes de cuivre. Et l'idée, ça va être de protéger certaines parties de cuivre qui vont rester conductrices, et puis d'autres que l'on va donc attaquer, que l'on va graver, c'est-à-dire qu'on va enlever le cuivre. Et on obtient donc au final une plaque qui ressemble à ça, avec des parties sur lesquelles le cuivre métallique a été enlevé. Alors pour enlever ce cuivre, justement, voilà ce que nous dit l'énoncé. Cela se fait généralement par un procédé chimique appelé gravure. On peut réaliser une gravure du cuivre en utilisant du perchlorure de fer en solution. C'est une solution qui contient des ions Fe3+, et des ions chlorure. On nous dit qu'une réaction chimique a lieu et qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction qui met en jeu ces deux couples avec l'élément fer et l'élément cuivre. Alors première question justement, on nous demande d'écrire les demi-équations électroniques associées à chacun des couples oxydant-réducteurs et en déduire l'équation de la réaction chimique utilisée pour cette gravure. Alors le point important pour ce type de question, c'est de bien repérer dans l'énoncé les informations qui nous indiquent quels sont les réactifs. Puisqu'on a 4 espèces chimiques qui sont indiquées dans les couples, il faut repérer lesquels sont les réactifs. Là, si on regarde bien, on a une information, puisqu'on nous dit que le cuivre va être un des réactifs, puisque c'est lui qu'on veut attaquer chimiquement, que l'on veut faire disparaître. Et puis l'autre réactif, vraisemblablement, c'est le perchlorure de fer qui contient donc ces deux ions-là. Quand on regarde les couples, on s'aperçoit que le cuivre est le réducteur de ce couple-là, et que les ions Fe3+, sont oxydants de ce couple-là. Donc on a trouvé les réactifs, on va pouvoir écrire les demi-équations électroniques. Donc je vous rappelle qu'on écrit une double flèche. À gauche, on place les réactifs, à droite, les produits. Pour le premier couple, on va donc écrire à gauche les ions Fe3+, à droite, le réducteur conjugué, donc les ions Fe2+. Et puis on va ensuite essayer d'équilibrer cette demi-équation, en commençant par les éléments chimiques autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc là, on a l'élément fer. Il est équilibré, puisqu'on a un fer ici, un fer ici. Je rappelle que ce chiffre-là et ce chiffre-là ne concernent que les charges électriques. Donc les éléments sont équilibrés, on n'a pas d'autres éléments chimiques. Il suffit donc, pour finir, d'équilibrer les charges. À gauche, nous avons 3 charges plus, à droite, nous avons 2 charges plus. Donc c'est le côté gauche qui finalement possède trop de charges. Pour équilibrer, nous allons donc rajouter un électron à gauche. Pour l'autre couple, le réactif, il s'agit du cuivre, donc on l'écrit à gauche de la double flèche. Le produit, ce sont donc les ions Cu2+, qu'on écrit à droite. Là aussi, les éléments sont équilibrés. Il n'y a qu'à équilibrer les charges. 2 charges plus à droite, 0 à gauche. Donc c'est à droite qu'il y en a trop, il y en a 2 en trop, donc on rajoute 2 électrons. Voilà, avant d'écrire l'équation de réaction globale, c'est-à-dire avant d'ajouter les deux demi-équations entre elles, on s'aperçoit que le nombre d'électrons mis en jeu dans chaque demi-équation n'est pas le même. La première n'a qu'un électron qui apparaît, la deuxième fait apparaître 2 électrons. Pour les équilibrer entre elles, la seule solution ici est de multiplier toute la première demi-équation par 2, pour avoir donc 2 électrons dans les deux demi-équations. Voilà, donc ensuite il ne reste plus qu'à ajouter membre à membre les deux demi-équations, hein. Donc on met tout ce qui est à gauche, en n'oubliant pas donc le coefficient 2 qu'on a fait apparaître, et on n'écrit pas les électrons dans le bilan de la réaction. Voilà, deuxième question, on nous demande de citer une espèce chimique spectatrice lors de cette transformation chimique. Si on a bien lu l'énoncé, on nous a parlé des ions chlorure, hein, puisque dans le perchlorure de fer, il y a des ions chlorure. Ils sont donc présents dans le mélange réactionnel, mais
ne semblent pas participer à la réaction, puisque nous ne les avons pas fait apparaître dans l'équation. Ils sont donc spectateurs. Alors, troisième question, déterminer la quantité de matière initiale de chacun des deux réactifs. Donc j'ai réécrit ici l'équation de la réaction qu'on vient de trouver. Les réactifs sont donc les ions Fe3+, et le cuivre. Quand on regarde bien la question, le mot important, donc c'est la quantité de matière. On cherche une quantité de matière, ici. Et donc on cherche la quantité de matière initiale, N0, des ions Fe3+, et du cuivre. Voilà. Alors à ce stade-là, il faut essayer dans sa tête de faire une petite liste de toutes les relations que l'on a vues qui permettent de calculer une quantité de matière. On peut le faire aussi au brouillon, hein, si on est en contrôle. On a vu par exemple la relation qui permet de trouver la quantité de matière à partir de la masse d'un échantillon. Ça, on l'utilise plutôt généralement quand on a des solides. On a vu la relation qui permet de trouver la quantité de matière à partir d'une concentration et d'un volume, donc ça on l'utilise plutôt pour des espèces en solution aqueuse. Et puis, on a vu également la relation qui permet de trouver la quantité pour un gaz. Donc cette relation-là n'est utilisable que pour les gaz. Donc ici, si on regarde, les ions Fe3+, sont des ions en solution. Donc on va plutôt cibler cette relation-là, c'est-à-dire la concentration des ions fois le volume. Alors quand on regarde l'énoncé, on nous donne effectivement la concentration des ions Fe3+, hein. Je vous rappelle que pour les ions, la concentration est notée entre crochets, comme ça. Et donc la valeur ici est de 5 mol par litre. Le volume, lui, vaut 500 ml. Donc on fait l'application numérique, hein, 5 mol par litre, fois le volume qu'il faut également écrire en litres, et on trouve donc 2,50 mol. J'ai bien écrit 3 chiffres significatifs, puisque les valeurs ici sont données dans l'énoncé avec 3 chiffres significatifs. Pour la quantité initiale de cuivre, là il s'agit d'un solide, hein, donc je vais plutôt utiliser la formule, la relation avec la masse, et effectivement on me donne dans l'énoncé la masse de cuivre utilisée, 600 mg. Donc j'écris M0Cu sur grand M, la masse molaire, qui est donnée. 3 chiffres significatifs également ici pour la masse et la masse molaire. Et donc on trouve une quantité qui vaut 9,45 fois 10 puissance moins 3 mol. Quatrième question, déterminer le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal, Xmax. Alors là, je vais juste rappeler comment on peut trouver la réponse à partir du tableau d'avancement, même si on va voir que c'est pas forcément indispensable de le faire. Donc pour écrire le tableau d'avancement ici, il faut faire 4 colonnes, puisque dans l'équation de la réaction, on a 4 espèces chimiques qui apparaissent, 2 réactifs et 2 produits. Dans l'état initial, la quantité initiale d'ion Fe3+, on vient de la calculer, hein, dans le tableau ici je la note pour le moment N0 Fe3+. Je vous rappelle qu'à l'état initial, le coefficient 2 ici n'apparaît pas, il n'a pas de raison d'apparaître, puisque ce sont les stocks présents au début. La réaction n'a pas démarré. Ici, pareil pour la quantité initiale de cuivre, hein, qu'on vient de calculer juste avant. Donc j'écris N0Cu. Et puis pour les produits, ici, à l'état initial, on n'en a pas encore, puisque la réaction n'a pas démarré. À l'état intermédiaire, on va écrire donc la quantité initiale moins le coefficient fois l'avancement, donc ici moins 2x. Pour le cuivre, N0 moins x. Et puis au niveau des produits, là aussi, il faut bien faire descendre le coefficient qu'on va multiplier par l'avancement. Donc 2x, x pour les ions Cu2+. Voilà, à l'état final, la réaction ici est une réaction d'oxydoréduction, elle est totale, hein, donc l'avancement final correspond à x maximum, l'avancement maximum. Voilà ce que donne la dernière ligne du tableau. Voilà, pour trouver l'avancement maximal, le réactif limitant, je vous rappelle que la méthode consiste à faire 2 hypothèses. La première, c'est que ce réactif-là, les ions Fe3+, sont le réactif limitant. Si c'est le cas, ça veut dire que cette case-là vaut, dans l'état final, donc 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de la quantité d'ion Fe3+ est nulle à la fin, donc on peut écrire N0 Fe3+ moins 2xmax égale 0, ce qui donne Xmax, hein, quand on résout l'équation, Xmax égale N0 Fe3+ sur 2. Dans la deuxième hypothèse,
on imagine que c'est le cuivre le réactif limitant, et donc on écrit que, si cette hypothèse-là est vraie, cette case-là vaut 0, donc N0Cu moins Xmax égale 0, ce qui donne Xmax égale N0Cu. J'ai écrit ici divisé par 1 pour bien montrer que ici ça correspond au coefficient du cuivre ici qui vaut 1. Alors pour trouver laquelle des deux hypothèses est la bonne, il suffit de comparer les deux Xmax qu'on trouverait dans chacun des cas et de prendre le plus petit, la valeur la plus faible, je vous rappelle. Donc finalement, il nous suffit de dire que on va comparer N0Fe3+ sur 2 et N0Cu sur 2. Alors quand on calcule N0Fe3+ sur 2, ça fait donc 2,50 divisé par 2, 1,25 mol. Et N0Cu sur 1, ça fait donc 9,45 10-3, divisé par 1, donc 9,45, fois 10 puissance moins 3 mol. Quand on compare donc ces deux valeurs, là c'est assez clair, la plus petite c'est N0Cu sur 1. Et donc ça nous permet de dire que le réactif limitant, c'est ce réactif-là, donc le cuivre, et le Xmax correspond donc à la valeur qu'on a trouvée ici, 9,45 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc ça veut dire que le volume, la quantité de solution qu'on avait mis de perchlorure de fer suffit largement à faire disparaître tout le cuivre qu'on voulait faire disparaître, c'est-à-dire les 600 mg de cuivre. Alors cinquième question, on demande de calculer quel volume de solution de perchlorure de fer. Finalement il aurait suffi de mettre pour que le réactif soit dans les proportions stoichiométriques à l'état initial, c'est-à-dire calculer le volume pour que les deux réactifs soient tous les deux disparus à la fin, qu'il n'y ait pas de gâchis entre guillemets. Alors ce qu'on peut dire dans ces cas-là, c'est que pour qu'ils soient en proportion stoichiométrique, il faut justement que N0Fe3+ sur 2 soit égal à N0Cu sur 1, pour avoir donc un Xmax égal pour les deux réactifs. Alors quand on fait le calcul, du coup ça veut dire qu'N0Fe3+, on fait passer le 2 de l'autre côté, c'est égal à 2 fois N0Cu sur 1, c'est-à-dire 2 fois 9,45 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,0189 mol. On garde toujours 3 chiffres significatifs. Je vous rappelle que les zéros de gauche ne sont pas significatifs. Voilà, le volume de solution de perchlorure de fer vaut donc, on réutilise la formule avec la concentration en quantité de matière. Dans ce cas-là, donc V égale N sur C. Donc ici, V égale N0Fe3+, sur concentration des ions Fe3+. Voilà, ça nous donne 3,78 fois 10 puissance moins 3 litres, c'est-à-dire 3,78 millilitres. Donc c'est un volume qui est très très faible. La solution était assez concentrée, donc là ici il suffisait d'un tout petit volume, mais qui n'est pas très pratique à mettre en œuvre, puisque en fait on plonge la plaque dans un bain de perchlorure de fer. Donc c'est pour ça qu'en pratique on met de toute façon un volume plus grand. Mais vous voyez que très peu suffisait.